Salut, nous allons voir notre dernier chapitre sur notre cours de statistique inférentielle. Alors, le dernier chapitre va porter sur l'analyse de la variance qu'on appelle ANOVA. Alors, dans quelle situation on utilise l'analyse de la variance? Alors, dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué le test de comparaison de deux moyennes. Je vous avais dit, on peut essayer de comparer deux moyennes issues de deux échantillons différents. Mais si on a trois échantillons, imaginez qu'on a besoin de comparer si la moyenne de trois échantillons, la différence est significative ou la différence n'est pas significative. Bon, vous allez me dire, mais c'est simple. On va comparer la première moyenne avec la deuxième. On compare la première avec la troisième, la deuxième avec la troisième. Bon, ça peut marcher, mais ça peut susciter, on peut commettre des erreurs et ça va demander un grand travail. Alors, retenez ceci. En bref, lorsque vous voulez comparer deux moyennes, on va faire le test de comparaison de deux moyennes que nous avons vu un peu plus tôt. Mais si vous avez besoin de comparer plusieurs moyennes, c'est dans cette situation qu'on va utiliser l'analyse de la variance. Je reprends. On utilise l'analyse de la variance si on cherche à comparer plus de deux moyennes. Donc, on a besoin de comparer 3, 4 ou plusieurs moyennes. Là, on va utiliser l'ANOVA, le test de ou l'analyse plutôt de la variance. Voilà. Un exemple, vous voyez un problème qui vous est posé là. Vous avez trois médicaments A, B et C. Et puis, après les traitements, on va donner ces médicaments à des groupes de patients. Et après le traitement, donc chaque groupe de patients a une douleur moyenne différente après traitement. Maintenant, on essaie de voir, est-ce que la moyenne est différente? Est-ce que la différence est significative ou soit c'est le hasard? Pour répondre à cette question, nous allons utiliser l'analyse de la variance. Voilà, parce que avec un seul test, on va savoir s'il y a une différence significative ou pas entre plusieurs moyennes. Voilà, mais attention, l'ANOVA compare plusieurs moyennes à la fois. Donc, à la fin, ça va vous dire qu'il y a une différence significative entre les différentes moyennes ou pas. Mais malheureusement, l'analyse de la variance ne va pas nous dire que la différence entre telle ou telle moyenne. Non, lui, son travail, c'est juste de dire il y a une différence ou pas entre plusieurs moyennes. Je crois que vous avez compris. Retenez que on utilise l'ANOVA, l'analyse de la variance, si on cherche à comparer plus de deux moyennes. Donc, 3, 4, ainsi de suite. Là, il faut utiliser l'ANOVA. Voilà, donc, une définition simple qui vous est affichée ici. Elle, dans l'analyse de la variance, s'appuie sur la comparaison de la variabilité entre les groupes. Ça, c'est le principe. C'est qu'il faut retenir que le test de l'ANOVA s'appuie sur la comparaison de la variabilité entre les groupes et la variabilité à l'intérieur du groupe. Ça, c'est un principe qu'il faut vraiment retenir. Donc, pour faire le test de l'ANOVA, on va s'appuyer sur la comparaison entre la variabilité entre les groupes ainsi que la variabilité à l'intérieur du groupe. Je crois que vous avez retenu. Alors, voilà. L'idée est là. On va comparer deux sources de variation, comme je viens de le dire tout à l'heure. Si le groupe sont vraiment différents, alors qu'est-ce qu'on aura? On aura quoi comme conclusion? Si les groupes sont vraiment différents, alors ça veut dire que la variabilité entre groupes est grande par rapport à celle dans le groupe. C'est ça le principe. Donc, si les groupes sont vraiment différents, en d'autres termes, si la moyenne des différents groupes, la différence est significative, ça veut simplement dire que la variabilité entre groupes est plus grande que la variabilité dans les groupes. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Alors, on va continuer. D'où, pour le test d'ANOVA, voici les hypothèses qu'on cherche à tester.
Première hypothèse, l'hypothèse nulle, on va dire qu'il y a égalité entre le moyen, c'est-à-dire mi1 égale mi2 jusqu'à égal à mi-k, k représente le nombre de groupes, soit le nombre d'échantillons. L'hypothèse nulle, on va dire que mi1 égale mi2 égale mi3, ainsi de suite, c'est-à-dire il n'y a pas de différence significative. Ce qu'on a observé, c'est dit au hasard. Contre l'hypothèse alternative qui va dire qu'il y a au moins une différence significative. J'ai dit ici, l'anneau va dire qu'il y a différence ou pas en général, mais elle ne va pas dire qu'il y a différence à tel niveau entre telle, peut-être la deuxième et la troisième moyenne. Son travail, c'est de dire il y a une différence, soit il n'y a pas de différence. Donc, on va essayer de tester l'hypothèse nulle. Il y a égalité, c'est-à-dire pas de différence significative, ainsi que l'hypothèse alternative, il y a au moins une différence significative. Voilà. Donc, et quelques notations avant qu'on puisse avancer avec les cours. K, c'est le nombre de groupes, ou si vous voulez, le nombre d'échantillons. Donc, si vous avez 3 échantillons, K égale 3. Si vous avez 4 échantillons, K égale 4. Autre notation à noter, c'est NJ. NJ représente la taille de l'échantillon ou du groupe J. Donc, ici, on n'est pas obligé que tous les échantillons puissent avoir la même taille. Donc, NJ représente la taille de l'échantillon J. Donc, on aura N1, la taille du premier échantillon, N2, la taille du deuxième échantillon, N3, la taille du troisième échantillon, ainsi de suite. Et puis, vous avez le N, bon, dans d'autres littératures, on met grand N, ça représente le total, la taille de tous les groupes, donc tous les échantillons. On va prendre la taille du premier plus la taille du deuxième, ainsi de suite, c'est ce qui va donner N, ou ne soyez pas surpris si vous voyez aussi grand N, c'est la même chose. Et puis, vous avez, attention, ça il faut bien noter, il y a YJ bar. YJ bar, c'est la moyenne de l'échantillon J. Que je pouvais aussi mettre I, ça ne dérange pas aussi. Donc, la première moyenne donc, du premier échantillon, ça sera Y bar 1. Deuxième moyenne, Y bar B. Troisième moyenne, donc voilà. Si, par exemple, j'ai 3 groupes ou 3 échantillons, j'aurai combien de moyennes? J'aurai Y bar 1, Y bar 2, ainsi que Y bar 3. Pardon, donc j'aurai 3 moyennes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Et puis, vous avez Y bar. Là, Y bar, c'est la moyenne globale, c'est-à-dire la moyenne de tous les groupes ou de tous les échantillons. Alors, une chose, on peut obtenir Y bar, donc la moyenne globale de deux manières. Soit, on fait la somme de toutes les observations divisées par N. Rappelez-vous, N, c'est le total général. Ou soit, on va faire N1 multiplié par sa moyenne, plus N2 multiplié par sa moyenne, plus N3 multiplié par sa moyenne, et tout sur N. Je vais faire ça dans l'exercice. Voilà. C'est quelques notations à retenir. K, c'est le nombre de groupes ou le nombre d'échantillons. NJ, le NJ représente l'effectif dans la taille de l'échantillon du groupe J. N, c'est la taille, l'effectif total. N bar J, c'est la moyenne du groupe J. Et vous avez, ça c'est la moyenne globale. Voilà, ça c'est côté notation. Donc, retenez pour les hypothèses nulles, on va dire qu'il n'y a pas de différence entre les moyennes. C'est-à-dire mi1 égale mi2 égale mi3 égale à mi-k. Et à l'hypothèse alternative, on va dire qu'il y a au moins une différence entre les moyennes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la décomposition de la variabilité. On aura 3 sommes. Il faut retenir ces formules. Regardez. Ça, c'est la somme des carrés totaux. Comment on trouve? Ça sera YIJ. Vous allez voir comment je vais appliquer ça dans l'exercice. YIJ moins Y bar au carré. Donc, on va prendre chaque observation. Si j'ai par exemple ça, supposons que j'ai 3 populations. 3 groupes, ici j'ai 2, ici j'ai 4, 5, 6, 8, 1, 8, 2, ça c'est le premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, ici j'ai par exemple 2, j'ai 1, j'ai 5, j'ai 9. Pour trouver
la somme des carrés totaux, je dois trouver la moyenne globale. Supposons que la moyenne globale, c'est 3. Alors, comment je vais trouver la somme des carrés totaux? Je vais prendre chaque valeur, c'est-à-dire pour tous les groupes. Ça, c'est pour la somme des carrés totaux. Je prends la première valeur qui est 2. Je fais moins la moyenne globale au carré. Plus la deuxième valeur, je fais 4. Ça, c'est pour trouver la somme des carrés totaux. Je fais 4 moins la moyenne globale 3 au carré, plus ainsi de suite. Ici, je prends 6 moins la moyenne globale, plus je viens aussi ici, donc je vais faire pour toutes les valeurs, peu importe les groupes, donc je prends chaque valeur moins la moyenne globale au carré. Ça va me permettre de trouver le carré, la somme des carrés totaux. Autre chose que je dois calculer pour faire le test de l'ANOVA, c'est la somme des carrés expliqués, qu'on appelle, il y a d'autres ouvrages qu'on écrit SCF, de la somme de carrés des facteurs, c'est la même chose aussi. Alors, la formule est là, regardez ici, on prend NJ multiplié par YJ bar moins Y. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Supposons ici, pour qu'on aille vite, supposons que la première moyenne, c'est 2. Et la deuxième moyenne, je suppose que c'est 1. La troisième moyenne, je suppose par exemple que c'est 5. C'est un exemple pour aller vite. Alors, comment on va trouver la somme des carrés expliqués? Je crois la somme des carrés totaux, vous avez compris. Ici d'ailleurs, jusqu'à la fin, on aura 9 moins la moyenne globale au carré. Maintenant, comment trouver la somme des carrés expliqués? Alors, la formule dit quoi? Ça sera NJ, rappelez-vous, NJ c'est l'effectif de chaque groupe ou de chaque échantillon. Y bar J, c'est la moyenne de chaque échantillon et Y bar c'est la moyenne globale. Donc ici, pour l'exemple d'illustration, la somme des carrés expliqués serait égale, le premier échantillon, sa taille c'est 4. Multiplié par sa moyenne, donc pour le premier échantillon, j'ai pris 2, moins la moyenne globale qui est combien? 3 au carré. Plus le deuxième échantillon, sa taille c'est 4, sa moyenne c'est 1, moins la moyenne globale qui est 3, plus troisième échantillon ou troisième groupe, son effectif c'est 4 également, mais j'insiste, on n'est pas obligé d'avoir la même taille pour tous les groupes. Donc ici c'est juste un exemple d'illustration. Ça sera 4, sa moyenne c'est 5, moins la moyenne globale qui est 3. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on travaille pour trouver la somme des carrés expliqués. Voilà. Et la dernière chose ou la dernière variabilité que vous devez calculer, c'est la somme des carrés résiduels. SCR, la somme des carrés résiduels. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? La formule est là. Regardez, on prend YIJ moins Y bar J au carré. Je crois que vous avez compris. Pour notre exemple, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la somme des carrés résiduels? On prend la première valeur Y. Donc ici, c'est comme on avait fait pour la somme des carrés totaux, sauf que chaque valeur sera soustrait avec quoi? Avec la moyenne de son groupe. Ici, on faisait la soustraction avec la moyenne globale. Ici, on va faire la soustraction avec la moyenne du groupe. Donc, j'aurai ici 2 moins la moyenne de son groupe, c'est 2. 2 moins 2 au carré, plus ainsi de suite. Ici, par exemple, je prends, ça sera 6. Moins la moyenne de son groupe, c'est 2 au carré. Quand je termine avec le premier groupe, je prends le deuxième groupe, ça sera 8. Moins la moyenne de son groupe, c'est 1. Ça sera 8 moins 1 au carré, plus ainsi de suite. Je prends encore 2. Moins la moyenne de son groupe, c'est 1 au carré. Ainsi de suite. Quand j'ai fini, j'arrive ici. Je prends ce 2 ici. Moins la moyenne de son groupe, c'est 5. Vous voyez, ainsi de suite, jusqu'à ce que je vais finir avec la dernière valeur, c'est 9. Moins la moyenne de son groupe qui est 5. Voilà, c'est comme ça qu'on trouve la somme des carrés résiduels. Voilà, donc, après avoir posé les hypothèses, la deuxième chose, c'est qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de décomposer la variabilité. C'est-à-dire, vous trouvez les SCT, vous trouvez les SCE, ainsi que le SCR. Voilà. Maintenant,
Après avoir trouvé ça, la troisième chose qu'on va faire maintenant, c'est de calculer la statistique. Vous vous rappelez du test d'hypothèse? On pose des hypothèses, on calcule la statistique. Maintenant, ici, avant de calculer la statistique, on était d'abord obligé de trouver la décomposition de la variabilité. La formule est là. On prend la somme des carrés expliqués sur K-1. Vous vous rappelez K, c'est quoi? Le nombre de groupes, soit le nombre d'échantillons sur la somme des carrés résiduels sur N moins K. N, c'est le total et K, c'est le nombre de groupes. Voilà, ça, c'est la formule pour trouver la statistique. La somme des carrés expliqués sur K-1 sur la somme des carrés résiduels N-K. Il y a une formule que j'ai oubliée. Sachez que la somme des carrés totaux égale à la somme des carrés expliqués plus la somme des carrés résiduels. Donc, il faut retenir cette formule. Comme ça, on ne sera pas obligé de trouver les trois. Si on a déjà trouvé 2, on peut utiliser cette formule pour trouver ce qui manque. Voilà, on a expliqué K-1. Et retenez que le numérateur ici, le SCE, sur K-1, on appelle ça le CMF ou le CMD comme moi j'ai utilisé E ici. Et là aussi, on peut aussi appeler dans les carrés moyens expliqués. Ça, c'est le carré moyen résiduel. Bon, vous avez ça. Vous posez les hypothèses. Deuxième chose, vous devez décomposer la variabilité, c'est-à-dire trouver les SCE, le SCR, ainsi que le SCT, parce qu'on aura besoin de ça pour trouver la statistique. Et puis, vous allez trouver la statistique. Alors, après avoir trouvé la statistique, l'étape suivante maintenant, c'est de trouver la valeur tablée. Alors, on va utiliser la table de Fisher. Alors, la table de Fisher, ça sera F moins alpha, on aura V1, V2. Comme vous le savez, la taille de Fisher a besoin de 2 degrés de liberté. Alors, pour le premier degré de liberté, V1, ça sera quoi? On fait K moins 1. Pour le deuxième degré de liberté, V2, on va faire N moins K. Je crois que vous avez compris. Alpha, c'est le seuil. Si on ne donne pas, c'est 5%. V1, c'est le premier degré de liberté. On prend K-1. K représente le nombre de groupes. V2, c'est, on prend N-K. N, c'est le total. Et K représente le nombre de groupes. Alors, quand vous avez ça, après avoir trouvé la statistique F, vous trouvez la statistique tablée. Maintenant, l'étape suivante, c'est la règle des décisions. On a trouvé F. On a trouvé F de 1 moins alpha. Maintenant, la règle est là. Si la statistique calculée, il faut retenir ça, si la statistique calculée est supérieure à la statistique tablée, là, on rejette H0. Au cas contraire, donc, si la statistique calculée est inférieure à la statistique tablée, c'est là qu'on va faire quoi? Qu'on va accepter H0. Voilà, je crois que vous avez compris. Alors, je vais récapituler avant de passer à autre chose. Vous posez les hypothèses. Ici, l'hypothèse nulle sera quoi? Mi1 égale à mi2 qui égale jusqu'à mi-k. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence significative. Les moyennes sont égales. Et contre l'hypothèse alternative, on va dire que mi-i est différent de mi-j. C'est-à-dire qu'il y a au moins une différence significative entre les moyennes. Autre étape, vous allez trouver le SCT, le SCE et le SCR. Ça nous permet de trouver la statistique. Vous vous rappelez de la formule, c'était SCE sur K moins 1 sur SCR sur N moins K. Après avoir trouvé la statistique, il faut maintenant faire la lecture de 1 dans la table de Fisher. 1 moins alpha, le premier degré de liberté, c'est K moins 1, V1. Deuxième degré de liberté, on prend N moins 2. Maintenant, la dernière chose à faire, c'est, parce qu'on fait un test, on doit savoir est-ce qu'on va accepter H0 ou soit on va rejeter H0. Voilà. Donc ici, si la statistique calculée est inférieure à la statistique tablée, là, on accepte H0. Accepter H0 revient à affirmer qu'il n'y a pas de différence significative. Au cas contraire, c'est-à-dire si la statistique calculée est supérieure ou égale à la statistique tablée, là, on va
rejeter H0, c'est-à-dire il y a une différence significative. Voilà. On peut aussi utiliser p-value pour trouver la valeur. Alors, une chose, je n'ai pas voulu vous embêter avec ça au début, mais sachez que c'est important, surtout quand on va voir comment pratiquer ça avec un logiciel, soit un langage de programmation comme R, ainsi de suite. Il y a 3 conditions qu'il faut toujours vérifier avant de faire la NOVA. Voilà, il y a 3 conditions. Il faut d'abord vérifier qu'il y a indépendance des observations, c'est-à-dire les groupes sont indépendants. Les résultats d'un tel groupe n'influencent pas les résultats de l'autre groupe. Ça, c'est la première chose qu'il faut essayer de vérifier. La deuxième chose, il faut vous rassurer qu'il y a la normalité au sein de chaque groupe, c'est-à-dire les groupes suivent la loi normale. Voilà. Donc, on vous donne même l'indication. On peut utiliser ces tests pour vérifier si les groupes, la normalité des groupes. Et autre chose, c'est l'égalité des variances. Donc, vous devez toujours vérifier ces 3 conditions avant de faire la NOVA. Voilà. Ça, c'est à titre d'information. On peut aussi faire la NOVA à des facteurs. Et puis, avant de passer à l'exercice, à titre d'information, sachez que, comme j'ai dit tout à l'heure, que la NOVA, lui, son travail, c'est quoi? Lui va juste déterminer si les moyennes sont indépendantes ou pas. Elle ne permet pas de dire qu'il y a différence entre, non pas l'indépendance, pardon, si les moyennes sont identiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence significative, soit il y a une différence significative. Mais la NOVA ne permet pas de dire que c'est telle moyenne et telle moyenne où il y a une différence significative. Alors, si vous avez besoin de connaître cette différence-là, on peut utiliser le test de post-hoc. Donc, ça, c'est à titre d'information. Alors, on va prendre un exercice pour essayer de mettre en pratique tout ce que nous avons vu sur la NOVA. Voilà, je prends cet exercice. On dit 15 personnes ont testé 3 régimes. Donc, ces personnes-là sont regroupées dans... Il y a 3 régimes, c'est-à-dire on a 3 groupes. Régime A, régime B, régime C. Alors, là, après ça, on a mesuré la perte de poids en kilogrammes après 2 mois. Est-ce qu'il y a un régime qui est plus efficace? En d'autres termes, on cherche à comparer la moyenne de poids de chaque régime. Alors ici, comme j'ai déjà 3 groupes, c'est-à-dire je vais utiliser la NOVA, ça sera plus le test de comparaison de 2 moyennes. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? La première chose, je vais poser les hypothèses. Alors, je peux les faire ici. H0, je vais dire que mi1 égale mi2 égale à mi3. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence significative entre les 3 moyennes. L'hypothèse alternative, je vais dire que mi-i est différent de mi-j, c'est-à-dire il y a au moins une différence significative. Maintenant, avant de trouver la statistique, je dois d'abord décomposer la variabilité. Alors, la moyenne de chaque groupe, c'est déjà donné, vous connaissez la formule. Pour la première moyenne, je vais faire 3,5 plus 4 plus 3,8 plus 4,2 plus 3,5 divisé par 5 parce que le nombre d'observations, c'est 5. C'est ce qui m'a donné ici 3,8. Pour la deuxième moyenne, c'est-à-dire la moyenne du deuxième groupe ou du deuxième échantillon, je vais faire 5,2 plus 6,1 plus 5,5 plus 5,9 plus 5,8. Je divise aussi par 5 parce que le deuxième groupe a aussi 5 observations. Vérifiez chez vous, j'ai trouvé ici 5,7. Et la troisième moyenne, on fait la même chose. 2,1 plus, je divise par 5. Ici, j'ai trouvé 2. L'autre chose que je dois calculer, c'est la variance. Mais par rapport aux formules que nous avons vues, ce n'est pas trop intéressant. Je peux ou ne pas calculer ça. Alors, je peux directement, après avoir trouvé, je peux aussi trouver maintenant la moyenne globale. Alors, ici, au lieu de x1, j'appelle ça y pour respecter la notation. Voilà. Là, je vais trouver y global. Je vous avais dit, on a 2 possibilités. Soit on fait la somme de tout.
3,5 plus 4,4 plus 3,5 plus 5 jusqu'à ça, divisé par 15 parce qu'au total, on a 15 valeurs. Ou soit, comme j'ai déjà la moyenne de chaque groupe, je vais juste pondérer la moyenne par son effectif. Donc, je fais 5 multiplié par 3,8 plus, là aussi c'est 5, la taille de l'échantillon, multiplié par 5,7, plus 5 également multiplié par D, le tout divisé par 15. Voilà, ça va donner la même chose. Alors, je calcule rapidement pour voir ce que ça va me donner. Vérifiez aussi chez vous. Hein. Moi, j'ai trouvé 3,83. Voilà, ça c'est la moyenne globale. Alors, qu'est-ce que je dois maintenant trouver? Après avoir trouvé la moyenne de chaque groupe ou chaque échantillon, après avoir trouvé la moyenne globale, maintenant, je peux commencer par trouver la somme des carrés expliqués. Je crois qu'on n'avait pas oublié la formule, c'était quoi? La somme de NJ multiplié par Y par J moins Y global au carré. Alors, comment on va trouver ça? Ici, on va prendre NJ pour, quand J égale 1, ça dit pour le premier groupe, sa taille c'est 5, multiplié par la moyenne du premier groupe, c'est 3,8, moins la moyenne globale, on a trouvé 3,83 au carré. Je fais plus, je passe au deuxième groupe, deuxième échantillon, pardon, sa taille c'est aussi 5, facteur de sa moyenne du deuxième échantillon, c'est 5,7 moins la moyenne globale qui est 3,83 au carré plus troisième échantillon plutôt, sa taille, j'applique la formule, la taille c'est 5 aussi, on a 5 observations. Sa moyenne, la moyenne du troisième échantillon, on a trouvé 2 moins la moyenne globale, c'est 3,83 au carré. Et vous calculez, vérifiez chez vous. Chez moi ici, la somme des carrés expliquée, j'ai trouvé combien? J'ai vérifié ce que j'avais trouvé. On suppose que c'est correct. Vous pouvez vérifier chez vous. J'ai trouvé 34,43. Voilà. Ça, c'est la somme des carrés expliquée. Ensuite, dans la formule, c'est la somme des carrés résiduels. Si je trouve que c'est plus facile de trouver d'abord la somme des carrés totaux, ça dépend de moi. Mais rappelez-vous, la somme des carrés résiduels était égale à quoi? La formule, c'était des sommes I et J. Ça sera YIJ moins Y bar J au carré. Alors, comme on avait fait, on va prendre chaque observation moins la moyenne de son groupe, de son échantillon au carré. Pour la première observation, ça sera 3,5 moins la moyenne du premier groupe, c'est 3,8 au carré, plus la deuxième observation, c'est 4 moins la moyenne de son groupe, c'est 3,8 au carré, plus ainsi de suite. On va aller vite. 3,5 moins la moyenne de son groupe, c'est 3,8 au carré. Quand je termine avec le premier groupe ou les premiers échantillons, je passe maintenant au deuxième groupe. Je fais la même chose, ça sera 5,2 moins la moyenne de son groupe, c'est 5,7. 5,7, c'est ce que j'ai trouvé. 5,7 au carré plus, je passe à la deuxième valeur. La deuxième valeur, c'est 6,1. Moins la moyenne de son groupe, c'est 5,7 au carré plus, ainsi de suite. La valeur suivante, la dernière valeur, c'est 5,8 moins. La moyenne du groupe, c'est 5,7 au carré. Quand je termine avec le deuxième groupe, je passe au troisième. 2,1 moins. La moyenne de son groupe, c'est 2 au carré, plus ainsi de suite, jusqu'à la dernière valeur, dans notre cas, c'est 1,6, moins la moyenne de son groupe qui est 2 au carré, voilà. Et chez moi, quand j'ai trouvé la somme des carrés résiduels, c'est pas chez vous, vérifiez, la somme des carrés résiduels, j'ai trouvé 1,26, voilà. Maintenant que j'ai les deux valeurs, je peux trouver la statistique. C'était quoi la formule? C'était la somme des carrés expliqués sur K moins 1
sur la somme des carrés résiduels sur n moins k. Je remplace. La somme des carrés expliquée, j'ai trouvé 34,43 sur K, c'est le nombre de groupes. Ici, j'ai 3 groupes. J'ai régime A, régime B, régime C. Ça sera 3 moins 1 sur la somme des carrés résiduels. J'ai trouvé 1,26 sur N. C'est le total général. Au total, j'ai 15 observations moins K qui est 3. Voilà. Calculer. Quand moi, j'ai essayé de faire chez moi, je ne sais pas si vérifier chez vous, vérifier. J'ai trouvé ça 64. Vérifier si c'est comme ça. Bon, les assets, c'est des copains. J'ai trouvé ça 64. Alors, après avoir trouvé la statistique, ici, on a trouvé f égale 164. On doit maintenant trouver f de 1 moins alpha, V1 ainsi que VD. Alors, quand on ne donne pas, alpha c'est 5%. Alors, alpha c'est 0,05 ou 5% tout court, ça sera f de 95%. Donc, on fait 1 moins alpha. Rappelez-vous, V1, on avait fait K moins 1. Ici, K c'est 3. 3 moins 1, ça fait 2. Donc, le premier degré de liberté, c'est 2. Le deuxième degré de liberté, c'était N moins K. N c'est 15, K c'est 3, ça fait 12. Donc, on va faire la lecture dans la table statistique. Voilà, je suis là. On cherche F de 0,95. Donc, les premiers degrés de liberté, donc V1 c'est 2 et V2 c'est 12. Comment on va faire la lecture dans la table des fichiers? Rassurez-vous, ce que vous cherchez, nous sommes là, 0,95. Alors, le premier degré de liberté, donc il faut toujours se rassurer parce qu'on a plusieurs. Moi, je cherche pour 0,95, donc je suis bien là. Deuxième chose, V1 plutôt, c'est 2. Les valeurs de V1 sont là, 2, c'est-à-dire je suis ici sur cette colonne. Voilà, on va descendre. Et V2, c'est 12. 12, je suis là dans l'intersection entre 12, V2, ainsi que 2, qui est V1, ça donne, je crois, c'est 3, combien? Je vérifie. C'est 3,89. Voilà, c'est 3,89. J'ai trouvé la valeur, 3,89. Donc, je peux revenir ici pour la conclusion. Alors, j'ai trouvé 3, donc F de 0,95. 2 ainsi que 12, ça donne 3,89. Alors, la règle de décision avait dit quoi? On va accepter H0 si F est inférieur à F de 1 moins alpha. Alors, F, nous avons trouvé 164. Est-ce que 164 est inférieur à 3,89? Non. Comme la condition n'est pas vérifiée, on rejette H0. En d'autres termes, on accepte H1. Donc, on va dire qu'il y a une différence significative entre le moyenne de 3 groupes. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le test de l'ANOVA, de l'analyse de la variance. Merci.